Salut, c'est Christophe Willem. Vous êtes sur Click tous les soirs à 19h45 en clair sur Canal+. And now the end is near, and so I face. Moi, j'étais pas du tout chaud. Et en fait, c'est ma sœur à Toulouse qui m'a inscrit sans que je le sache. My friend, J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis bien, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures là? my way. Qui est votre nouvelle star? Christophe! Yes, there were times Pendant 3 mois, les gens m'ont vu à la télé interpréter tout un tas de titres qui ne sont pas les miens, sans forcément vraiment me connaître mieux. Et je me disais, voilà, au moins là, cet album, c'est un genre d'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même incroyable comment du jour au lendemain on peut mettre quelqu'un en lumière et on peut passer du vilain petit canard à... Exactement. J'avance, même si des fois ça prend plus de temps, mais j'avance toujours. Pour moi, il n'y a pas de fin. C'est un éternel recommencement. Rien n'est immuable. Bienvenue, Salut. ça va? Ça va très bien. Christophe Willem, 17 ans de carrière, 6 albums, des millions d'albums vendus, album de l'année aux Energy Music Awards en 2008 pour Inventaire, chanson de l'année aux Victoires de la musique pour Double Jeu et des chansons cultes. On regarde. Chaque dit court, chaque dit vol, mais pas le jour je décolle. Chaque dit court, chaque dit aime. Oh, l'instant, ce que tu veux, c'est comme ça que ce que je peux, c'est comme ça que ce que je peux. Oh, l'instant, ce que tu veux, oh, l'instant, ce que tu veux, c'est comme ça que ce que je peux, c'est comme ça que ce que je peux. La majeure fait quoi? Après toi, mes rêves s'envient. Je ne fais que des faux pas. Point de problème, ce que je sais, pourquoi c'est pas item. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. Grand retour de Christophe Willem après 5 ans d'absence, album Panorama sorti en 2022. Et c'est un grand succès, album certifié disque d'or et le titre PS Je t'aime, écrit par Slimane et single de platine. Une tournée avec plus de 150 000 spectateurs et ce soir, Olympia à 21h pour un concert exceptionnel retransmis en direct pour la première fois sur Olympia TV, chaîne disponible sur les nouvelles offres Canal TV+. Et on embrasse l'amie Delphine Devost. On regarde le teaser. Pas dans le ballot, arrive en mari par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tombais pas dans le ballot, ouais. Je serais personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serais personne sur le carreau. Je tombais pas dans le ballot. Il y a quelque chose de très émouvant quand on voit ces images-là, c'est qu'on a l'impression que c'est un succès que tu savoures particulièrement. Clairement, non, clairement. C'est vrai que on a revu les images aussi juste avant de la Nouvelle Star, toute cette époque-là. En fait, ça a été tellement vite, tellement soudain qu'on n'a pas réellement le temps de réaliser ce qui se passe. En fait, je pense qu'on réalise ce qui se passe réellement. En fait, quand on se prend un mur, je pense que quand on se prend un échec, c'est là qu'on arrive à savourer pleinement ce qui s'est passé, qu'on réalise en fait tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Panorama, quand je suis arrivé avec PS Je t'aime, c'était un petit peu, en gros, ça passe ou ça casse. C'était vraiment ça, cet album. C'était une remise en question. Et cet album, il venait un peu clôturer cette remise en question et le travail que j'ai fait sur moi pendant les 5 ans qui se sont écoulés. Et c'est vrai que le public réponde présent tout de suite et que la tournée, justement, puisse concrétiser la suite de ce retour, ça a été vraiment un truc particulier. Donc, effectivement, je savoure avec davantage de saveur que ce que j'ai pu vivre autrefois. C'est quoi le travail que tu as fait sur toi ? Travail, écoute, moi, après l'album Rio, qui était quand même un échec total, hein, le précédent, j'étais en tournée. À la fin de cette tournée-là, j'avais vraiment besoin de me poser. Et donc, c'était la première fois que j'étais voir une psy. Et au début, j'y suis allé un peu à reculons. Mais pour moi, il y avait 2 options. C'était soit j'ouvrais certaines portes, je faisais un vrai travail, justement, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais pris cet échec avec autant de violence,
ou soit carrément, en fait, je faisais un autre métier et voilà, on basculait dans autre chose. Et moi, je suis pas du tout du genre à m'accrocher à un siège vide ou quoi que ce soit. Je me disais peut-être qu'en fait, cette histoire avec le public, elle est juste plus là, en fait. Donc, tu vois, des fois, il y a aussi ça qui peut arriver dans une carrière. Mais j'avais besoin quand même d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Et donc, j'ai travaillé avec une psy pendant les 5 ans, en fait, vraiment les 5 ans qui se sont écoulés. Et donc, si tu veux, en parallèle du travail avec cette psy, je travaillais avec des auteurs et des compositeurs sur cet album. Et Panorama, en fait, est sorti vraiment au moment où moi, je me suis sentie suffisamment solide pour l'éventualité d'un nouvel échec, en me disant, bon, OK, si c'est un échec cette fois, je ne le prendrai pas de la même manière, parce que pour moi, cet album, c'est avant tout une espèce d'exutoire et de point final à ce travail sur moi. Quand on a connu le succès toutes ces années, qu'on se dit, il faut que j'aille voir un psy, comment elle se passe la première séance? En vrai, pas si mal. Je m'attendais justement au côté, moi, alors, le énième barge qui va débarquer et m'expliquer que la vie est difficile quand on est connu, parce que c'était vraiment pas du tout, c'était l'écueil que je voulais absolument éviter. Non, j'y suis allée vraiment très cash, quoi, en disant, voilà, j'ai toujours été un peu portée par les choses jusqu'à aujourd'hui. Les choses, des fois, très violentes. Tu vois, quand tu subis du jour au lendemain la notoriété, je dis bien subir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jolies choses. Tu vis aussi avec violence les critiques. Moi, c'était en 2006, donc les questions sur la sexualité, aujourd'hui, on est carrément dans un autre monde par rapport à ce que moi, j'ai vécu à ce moment-là. Donc, c'était quand même extrêmement violent. Et j'ai toujours beaucoup encaissé les choses parce que, justement, d'une certaine manière, le succès, en même temps, si tu veux, isole et protège. Ça paraît assez paradoxal comme truc. Mais d'un seul coup, dès que tu te retrouves plus dans la lumière ou que tu as moins de lumière et que tu tombes sur un échec, d'un seul coup, tu deviens accessible. D'un seul coup, cet échec te rend atteignable, en fait, d'une certaine manière. Et donc, voilà pourquoi j'y suis allée. Voilà. Est-ce que tu as trouvé des réponses et lesquelles? Écoute, j'ai des éléments de réponse, mais je pense qu'un travail sur soi, en fait, c'est toute une vie. Donc, je pense que... Là, effectivement, il y a plein de choses qui se sont stabilisées, aussi bien dans ma vie perso que mon travail. La distance aussi par rapport à ce métier. Je pense que quand on fait un métier artistique, que ce soit de la musique, que ce soit de la télé ou autre, c'est très difficile d'arriver à dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est. Parce qu'on met énormément de nous dans ce qu'on propose, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut garder cette distance nécessaire sur voilà, on propose quelque chose qui, des fois, ne plaît pas, n'est pas le bon timing, n'est pas ce que les gens attendent, et il faut l'accepter en tant que tel, sans forcément renier artistiquement ce qu'on fait, et sans forcément se dire que c'est un rejet de qui on est. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Et avec le temps et avec ces 5 ans d'analyse, on se dit quoi? On se dit, ce qui allait pas, est-ce que c'était purement et simplement l'échec d'un album, ou c'est des choses qu'il fallait régler bien avant? C'est des trucs beaucoup plus antérieurs, Ouais. clairement. Si tu veux, pour moi, ce qui a été très violent, l'échec, quand je te dis la notoriété, d'une certaine manière, rend assez inatteignable un peu. Donc, elle protège d'une certaine manière. C'est ce qui vraiment s'est passé. Moi, du jour au lendemain, j'étais inconnue et je sors de cette émission et vraiment, pratiquement, littéralement, tout le monde me connaissait à cette époque. Je dis bien à cette époque. Et donc, c'est vrai que ça protège d'une certaine manière, mais effectivement, quand tu tombes sur un échec, d'un seul coup, toute cette confiance qu'on croyait acquise et qu'on avait construite d'une certaine manière avec ce métier, s'écroule d'un coup et on retombe sur les failles et les plaies ouvertes qu'on a colmatées comme ça vite fait, justement, avec cette notoriété. C'était lesquelles? Moi, j'ai été vachement harcelée à l'école, justement sur la sexualité, sur la voix aiguë. Moi, j'ai jamais eu une voix grave, j'ai jamais été hyper masculin et tout. Donc moi, j'étais, si tu veux, le PD de la cour de récré. J'ai vécu ça pendant tout le collège et tout. Donc, quand je suis devenue connue, d'une certaine manière, je me suis dit, ça y est, j'arrive dans une zone tranquille où on va plus me poser ces questions en permanence. Et littéralement, la première interview que je fais, je me souviens vraiment, en sortant de l'émission, vraiment, j'arrive sur un plateau en direct avec plein de gens et on me dit, alors, la grande question qu'on se pose, mais alors, gay ou pas? Et là, c'était une violence. Mais vraiment, c'était très violent. C'est quelle émission, ça? Alors, je peux te dire, c'était un truc qui était sur M6, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais si tu veux, quand tu remets ça dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, tu te dis, putain, mais il y a un monde qui s'est écoulé entre les deux. Et si tu veux, toutes ces plaies-là, moi, j'ai vraiment passé mon adolescence à allonger les murs, à pas me faire remarquer. J'ai fait des dérogations pour aller dans d'autres lycées, pour pas retrouver les personnes qui m'avaient malmené pendant le collège. Donc, si tu veux, voilà, les plaies qui étaient ouvertes, c'était ça. Et si tu veux, l'échec, moi, j'ai vraiment vécu comme la personne qu'on monte du doigt, comme la honte.
Ça interroge Au-delà de aussi ça. sur la fonction d'être artiste, en fait, d'aller dans la lumière. Oui. Souvent, quand on va dans la lumière, c'est pour cacher des failles. Mais Cacher ses complètement. failles dans la lumière. Mais en fait, tous les artistes, et c'est ça qui est assez formidable en fait avec ce métier, c'est quand justement tu exposes ta vulnérabilité, tes failles, et que tu rencontres d'autres artistes, tu te rends compte qu'on a tous des failles, mais énormes en fait, et qu'on les cache très bien. Et des fois, le mec justement qui peut arriver hyper sûr de lui, hyper viril, en fait, a vécu un truc ultra violent et il se déconnecte de son émotivité, pas de son émotion. Enfin, c'est très intéressant. Mais tous, je pense, c'est ce qui fait aussi que l'art en général, et on l'a bien vécu là pendant toute cette époque Covid en fait. Pour moi, l'art en général, il est vraiment vital aux gens. Alors, il est vital pour nous, évidemment, en tant qu'artistes, parce que ça reste aussi notre métier. Donc, on vit de ça, mais il est vital aussi pour le public, pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, pour les vivre à travers les artistes, en fait. Donc, et je pense que c'est toujours quand on est dans une période un peu critique, là on ne peut pas être plus dans une période critique que celle dans laquelle on est, qu'on a besoin de l'art pour s'exprimer, pour être un véritable exutoire, en fait. Donc, et c'est d'ailleurs souvent la première coupure budgétaire, elle atteint souvent la culture, et donc c'est bien dommage. Qu'est-ce que tu trouves critique dans l'époque actuelle? Tout. Non, objectivement, ça fait vraiment le vieux réac, tu vois, mais tout. Alors, il y a des choses bonnes, en vérité, que je trouve très bien. Bah, par exemple, justement, sur la sexualité, la manière dont les choses sont abordées. Il y a toute une nouvelle génération qui s'est complètement emparée de ce sujet. Tu vois, sur TikTok, par exemple, moi, je vois des jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans, qui ont une liberté de parole, une liberté de ton. Et je me dis, ah bah putain, les réseaux sociaux peuvent vraiment générer des choses bien, en fait. À côté de ça, on voit voilà, le monde dans lequel on est critique. On voit les relations géopolitiques aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. Et on a l'impression que c'est une escalade qui n'a pas de fin. Et qu'en même temps, on doit marcher sur des œufs en permanence sur tout, que tout est surinterprété en permanence. Donc c'est ça qui est très compliqué qui est très compliqué aujourd'hui. Et je pense que pour la génération plus jeune à venir, c'est difficile aujourd'hui de se forger une opinion, d'avoir une liberté de parole, une liberté de ton, sans être tout de suite étiqueté ou mal interprété. T'as déjà hésité à utiliser ton aura, ton influence d'artiste pour des causes? Hésiter, écoute, j'ai déjà préféré être en retrait en disant je veux pas rentrer dans cette discussion qui est trop complexe. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai des opinions assez précises, tu vois, sur les sujets. Après, c'est vrai qu'il y a une période, surtout sur Twitter, enfin X, parce que je vais faire vraiment has-been, tu vois, mais donc sur X, c'est vrai que je m'exprimais souvent sur des sujets. Et c'est là que je te dis que c'est compliqué, parce que quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est une espèce de flow permanence, de discussion, pas de discussion d'ailleurs, de paroles, d'affirmations. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le conflit israélo-palestinien, on voit des horreurs terribles. Et c'est hyper difficile d'avoir une réflexion et justement de s'abstenir d'être dans la réaction permanente aux choses. Parce que quand on est dans la réaction permanente aux choses, on est sur l'émotion. Et l'émotion est difficilement contrôlable. Donc c'est vrai que souvent, si moi, je préfère avoir des discussions où, là, tu vois, par exemple, on peut avoir des discussions de fond, avoir des avis divergents pour entendre les avis de tout le monde et exprimer les opinions de tout le monde dans le respect de chacun. Et les réseaux sociaux, je trouve, ne permettent pas réellement ça. Donc je suis plutôt un peu précautionneuse sur la manière dont je prends la parole. Est-ce que tu as appris à t'aimer? Ce que j'ai appris, écoute, c'est un grand mot, mais à m'accepter. Voilà, à m'accepter. Qu'est-ce que tu n'acceptais pas de toi que tu acceptes aujourd'hui? Qu'est-ce que j'acceptais pas? Cette voix aiguë, déjà. J'ai fumé, mais vraiment, j'ai fumé clope sur clope en espérant que ça rende ma voix plus grave, ce qui n'a jamais marché. Donc, Mais si c'est chez grâce à ta vous- voix que les gens t'aiment. Ouais, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est grâce à ça que, cette singularité, si tu veux, que les gens apprécient, une certaine partie des gens apprécient, et en même temps, c'est cette voix, entre autres, qui a été la cause de tous ces problèmes que j'ai pu avoir plus jeune. Donc au début, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ma voix. Tu aurais voulu avoir quelle voix? Moi, tu vois, je suis fan des voix comme Seal, tu vois, évidemment l'opposé, quoi, les voix cassées, pas du tout féminines, donc c'est paradoxal. Après, accepter mon corps, parce que j'ai quand même, tu vois, on le voyait dans le sujet, moi je me suis toujours hyper mal tenue quand tu as passé toute ton adolescence à te voûter pour longer les murs parce que tu faisais 3 têtes de plus que les gens de ta classe. Moi, je voulais pas être grand, tu vois, moi je voulais être petit avec une voix cassée, donc vraiment l'opposé de ce que je suis.
Mais après, si tu veux, j'ai appris à accepter. Voilà, en fait, j'ai appris à accepter l'imperfection. En fait, tu vois, si je dois creuser le truc, je pense que voilà, on est comme on est. On peut pas. T'as déjà fait des canulars avec d'autres voix? Tu fais déjà des fois d'autres voix pour ouais, comme ça. Des voix plus graves, Ouais. du coup. J'ai déjà, des fois, je chante, tu vois pas. Dans Les Enfoirés, par exemple, on me demande de chanter des trucs et on croit toujours que je vais arriver, tu vois, avec une voix de crécelle, te faire tous les trucs aigus. Là, je dis non, mais là, en fait, c'est trop aigu, je peux pas chanter ça. Donc, des fois, en fait, souvent, quand je fais des duos, là, avec Santa, par exemple, on a fait un duo ensemble, souvent, les gens, ils pensent que j'ai une voix hyper aiguë. Et en fait, quand je vais en studio, c'est technique, mais c'est ce qu'on appelle des harmonies aiguës dans ma voix, mais j'ai pas une voix si aiguë que ça, en fait. Donc, ça prête un peu à confusion. Ça a commencé en 2005, l'histoire d'amour entre Christophe Willem et les Français. C'était ce jour-là, en 2005. Bonjour. Vous appelez comment, jeune homme? Christophe. Quand vous voulez. Are you strong enough to die and tell me why? I'm strong enough for you, are you strong enough for me? 'Cause down, down in the city, yeah. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis genre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures, là? Et tout d'un coup, il chante des rires, puis vous chantez du tonnerre, quoi. Vous avez une voix de diva avec un swing excellent. Bravo, jeune homme. Et un rendez-vous Bravo, Christophe. Premier à casting. Paris. C'était comment le premier soir après ce casting? Quand je suis rentré, Ouais. C'était quoi les conversations? j'étais halluciné, en fait, vraiment halluciné. Et en plus, tu vois, pour être cohérent dans ce que je te raconte, je ne suis pas moins inscrit, en fait. Ma sœur m'a inscrit à ce casting, parce que pour moi, c'était le truc mais rédhibitoire. Enfin, tu vois, surtout, alors que j'avais réussi, tu vois, à me faire oublier et tout, c'était pas du tout pour m'exposer. Et, moi, je faisais de la musique comme un passe-temps, en fait. Donc, c'était vraiment pas mon envie de faire ce métier. Donc là, je rentre à Toulouse. J'étais à Toulouse, donc chez ma sœur. Et je rentre en disant, mais putain, mais maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'avais vu La Nouvelle Star à l'époque, mais j'avais vu quelques lives, enfin, Prime, on appelait ça, tu vois. Donc, j'avais vu ça, mais j'avais jamais vu les étapes. Je savais pas ce qui se passait. Il y avait d'autres étapes après que j'avais jamais vues. Donc, à partir de ce jour-là, en fait, je prends vraiment ça comme un jeu, mais à 200%, en me disant, bon, bah, à un moment, c'est peut-être un peu une accalmie par rapport à toute la merde que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut vivre le truc à 100 à l'heure et à fond. Donc, je me suis vraiment laissé complètement embarquer dans l'aventure. Il y avait un côté dernière chance. Pas forcément dernière chance, mais un côté... on verra ce qui se passe. Mais vraiment... Plus rien à perdre, quoi. Oui, vraiment un peu... bon, maintenant, j'y suis. En fait, tu vois, le côté vraiment, bon, bah, maintenant, j'y suis, quoi. Et donc, il y avait quand même le côté... Sur les primes, d'être... c'était un kiff total de pouvoir chanter avec un vrai micro, avec des musiciens et tout. Moi, c'est ça que je voyais, en fait. Le kiff de pouvoir chanter. La Nouvelle Star, c'était pas une télé-réalité d'enfermement. Donc, petit à petit, il y avait la pression qui montait, qui montait, qui montait. Les Françaises et les Français disaient la tortue, the turtle, pour les quelques Anglais qui étaient là. Comment, toi, tu vivais le fait que ça monte, que ça monte, que ça monte? Alors, c'est vrai qu'on n'était pas dans un château ou un truc comme ça, mais on était quand même dans un hôtel à Paris, tous. Et on était vraiment tenus à l'écart. Et là, ça fait vraiment... Là, on va perdre, je pense, la moitié des gens qui nous regardent. Nous, il y avait MySpace. Tu vois, non, mais tu vois, même toi, t'as fait où? Nous, on vient de là. Tom. Bah non, mais tu vois, donc c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces moyens. Je veux dire, aujourd'hui, tu fais un télécrochet, un The Voice, ce que tu veux. Ça fait partie de la communication et de tout le plan de carrière, d'une certaine manière. Nous, à l'époque, pas vraiment. Donc moi, je voulais pas qu'on me raconte trop. Après, au fur et à mesure de l'aventure, tu te rendais compte, par exemple, des demandes d'interview. Il y avait une attachée de presse de l'émission qui disait, ah bah tiens, cette semaine, ça va être un tel bidule et machin. Et je disais, mais moi, en fait, pourquoi on me demande toujours, moi? Parce que j'étais toujours dans ces demandes-là, en fait. Donc, je me rendais compte de ça. Et en même temps, moi, j'étais avec Dominique, je ne sais pas si tu te rappelles, à la fin, à la finale, et je trouvais que Dominique était incroyable. Enfin, pour moi, c'était tout ce que j'aimais. Lady Dominique. Ah, mais elle est démente, hein, Dominique, attention, c'est un personnage. Mais moi, je trouvais qu'elle était incroyable, en fait. Donc, si tu veux, pour moi-même, j'aurais voté pour Dominique si j'avais regardé l'émission. Donc, en fait, franchement, j'étais en mode, mais je kiffe d'être en finale avec elle, parce que je pense que les gens qui ont vu cette finale-là se souviennent de ça, parce que c'était vraiment un kiff, en fait. Et en finale, il s'est passé ça. La nouvelle star de cette saison est... Christophe.
un petit mot. Je suis très, très, très touchée. Je voudrais remercier. Il y a tellement de choses à dire. Tu sais, c'était un peu la victoire des weird. Tu vois ce que je veux... Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là, en fait. Mais Donc c'est ça j'ai- qui est émouvant dans les images, et même quand on te voit encore aujourd'hui avec les yeux humides, c'est bon, lâchez-moi les basques. C'était ça le sentiment que je ressens. Mais franchement, c'est exactement ça. Parce que, si tu veux, d'un certain côté, et d'ailleurs, tu vois, le producteur de l'émission qui s'appelait Frédéric Pedrazza, maintenant, il fait d'autres choses en télé, mais au tout début, il le raconte, hein, quand j'ai fait le casting, mais j'ai su bien après, en fait, il disait aux membres du jury, mais enfin, vous vous foutez de notre gueule, qu'est-ce qu'on va prendre un mec pareil, en fait. Donc, j'étais tellement pas, si tu veux, dans le stéréotype du cahier des charges de genre de personne qu'on voulait dans cette émission, que c'est vrai que d'un coup, gagner cette émission, je me suis rendu compte, après de ça d'ailleurs, que ça avait un impact sur tous les gens qui étaient un peu les weirds, quoi. Les gens qu'on montrait un peu du doigt et tout. Et d'un seul coup, on se disait, putain, le mec lambda qui ressemble à rien, qui avait pas du tout les codes, a gagné l'émission. Et là, il puis y a c'est un Zazie qui émission- prend son téléphone, qui dit « Je vais te faire un album Coco Non, même Non, pas. même pas. Non, Zazie, au début... Alors, il y avait Olivier Schultes qui était le chef d'orchestre de l'émission. Et au début, il y a eu d'autres artistes. D'autres artistes qui avaient préparé des titres et tout, mais que j'aimais pas, en vrai. Donc, moi, je sors de l'émission. Et là, il y a la maison de disques qui me dit, écoute, voilà, il y a un album qui est prêt, tu pars en studio dans une semaine et tout. Et moi, j'écoute l'album, je dis, ah non, mais j'aime pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et moi, j'étais hyper fan de Zazie. Je suis toujours très fan de Zazie. Enfin, je trouve qu'elle a amené beaucoup. Elle a la variété légende, française. Zazie. Bah non, mais voilà. » Ah oui. Moi, qui aime, tu veux, quand même, la pop électro, je trouve que c'est une des pionnières en français à avoir amené cette touche un peu électro dans de la variété avec des textes, quoi. Donc, non, moi, je dis, je voudrais rencontrer Zazie. Olivier Schultes organise ce déjeuner et là, elle s'apprête à me dire, écoute, vraiment, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Et puis, à la fin du déjeuner, elle dit, bon, bah, ok, on va essayer. Et 2 jours après, vraiment littéralement 2 jours après, elle avait écrit Jacadi. Donc, ça s'est fait... Mais Zazie, c'est tellement une légende que des fois, ça m'arrive de la croiser et j'ai la parole qui se coupe. J'ose pas lui parler. Mais hein, elle est impressionnante. Elle est impressionnante, Zazie. Et je suis d'accord avec toi. Et je trouve, enfin moi, mais j'ai toujours dit ça. Hein, j'ai toujours dit que je la trouvais pas assez reconnue. Enfin, si. Tu vois, il y a eu. Non, mais les Victoires de la musique cette année, justement, Ouais. elle était invitée d'honneur, Ouais, je ouais. crois, ou comment on appelle ça, la personne qui présidait le. Mais quand même, je trouve que vraiment, en termes d'écriture, en termes de le côté justement novateur Ouais. de ce qu'elle a amené à la variété française, je trouve que voilà, Zazie, c'est quand même Et pour puis, moi. selon Johnny, elle jouait très bien au foot. Ah ouais. On passe au clic sûr. On a cliqué sur vous, Christophe Willem. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et sur vos réseaux, on en a appris de belles sur vous. Déjà, votre passion pour la couronne britannique. De toute façon, depuis que la reine est morte, c'est le début de la fin. Votre passion pour les attractions, ce qui n'est pas du tout le cas de Sabine. Mais on découvre aussi que vous n'êtes pas que chanteur. Vous jouez aussi super bien. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Enfin, là, je vais te dire, je ne travaille pas le samedi. Comment ça, travaille pas samedi? Ah ben non, c'est le 11 novembre, amigo, c'est férié. Ah, mais c'est vrai. On a appris aussi vos petits boulots plus jeunes. D'ailleurs, vous pouvez remercier Canal. Hein. Au collège, j'enregistrais Ah ouais. les films X de Canal. Je faisais un troc. Une activité très rentable d'ailleurs. En cliquant sur vous, Je te jure, Christophe, c'est vrai. impossible de passer à côté de votre carrière de chanteur. Avec une communication pas du tout agressive et répétitive pour la sortie de vos clips. Vous êtes aussi un chanteur raccord avec l'époque et calé niveau technologie. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce truc à la con, là? Mais récemment, vous avez découvert ChatGPT et quelque chose me dit que votre prochain album arrivera rapidement du coup. Hein. Chat GPT, fais-moi une chanson. Il cherche. Sous le soleil, la nature chante sa danse. Entre les arbres, elle s'étire et s'élance. Putain, mais c'est fou, quoi. Dans chaque brise, un murmure, une essence, célébrant la vie dans cette C'est belle vraiment cadence. papy, Mais attends, on est à la retraite, là. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon concert. Hein. PS, je t'aime.